Bonjour à tous les participants. Je rappelle simplement. Bonjour. Allez-y. Je suis Monsieur François Ondine, expert environnemental et social au projet de renforcement des capacités du secteur minier. C'est un projet du gouvernement du Cameroun sur financement de la Banque mondiale. Et j'ai le plaisir de vous entretenir sur les mécanismes de concertation et de remédiation. Quel acteur pour leur mise en œuvre? Notre présentation va s'articuler sur quelques parties. En introduction, nous aurons une série de définitions. Nous parlerons par la suite sur les problématiques critiques pour cette question-là. Nous allons ressortir les éléments de décision pour le choix des mécanismes. Et en définitive, nous parlerons des prescriptions pour l'identification des mécanismes les plus appropriés ainsi que de leurs acteurs. En introduction, la concertation s'est imposée progressivement comme un principe d'action publique dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la gestion des terroirs. C'est un processus de dialogue dont le but est de parvenir à des propositions acceptées par toutes les parties impliquées. L'objectif de cette concertation est donc de rechercher un accord entre les participants en vue d'une prise de décision ultérieure et non d'échanger des informations ou des arguments. La remédiation, quant à elle, sur l'angle environnemental est la mise en œuvre des moyens permettant de résoudre des problèmes environnementaux. La concertation se distingue ainsi de la remédiation en ce sens qu'elle ne fait pas intervenir un tiers pour faciliter la recherche d'un accord entre les parties. Toutefois, les mécanismes de concertation sont en fonction des objectifs recherchés. Elles peuvent être la participation et la prise en compte des avis des différentes parties prenantes, la mise en commun des expériences et un cadre de coopération ou de coordination des activités ou des informations à disposition, un cadre de collecte des données ou de leur partage, d'expression de la redevabilité ou du suivi de la transparence. Les mécanismes de concertation et de remédiation ont toujours été présents dans toutes les initiatives de développement. Par exemple, dans les évaluations environnementales, le mécanisme le plus mis en œuvre a toujours été les consultations publiques ou les audiences publiques. Ceci pour requérir l'avis des différentes parties prenantes sur les conclusions des études. En ce qui concerne l'élaboration des outils de planification urbaine, ainsi que des schémas d'aménagement, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, les consultations des parties prenantes sont également requises comme mécanisme de concertation. Et généralement, des comités techniques sont mis en place afin de mieux gérer les actions entreprises. Dans le secteur minier, l'histoire de ce secteur qui a été marquée par des scandales environnementaux et sociaux a fortement influencé les pratiques en vigueur. Aujourd'hui, le fonctionnement de ce secteur est encadré par des normes, des directives, des initiatives qui sont des cas de mécanismes de concertation pluriacteurs internationaux ayant un fort impact sur le développement de l'activité minière dans le monde. On peut entre autres citer l'ITIE, le processus Kimberley, le principe de l'équateur, le Global Mining Initiative. L'ITIE, quant à lui, est un mécanisme, est une initiative de transparence des revenus des industries actives qui est une coalition mondiale de gouvernements, d'entreprises de la société civile, travaillant ensemble pour améliorer la transparence et la gestion responsable des revenus miniers. C'est donc une initiative internationale pluriacteur structurée autour des principes publiés sur que vous payez. Il en est de même du processus Kimberley, qui a permis la promotion de l'interdiction de la commercialisation du diamant du sang, comme on le qualifie le plus souvent. Toutefois, malgré ces initiatives internationales de concertation, on se rend compte que la mine d'activité minière continue d'être dans le monde des sources de maladies graves, de dégradation de l'environnement, de population des populations, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Ces cadres internationaux s'avèrent ainsi insuffisants pour garantir une bonne prise en compte des avis de toutes les parties prenantes, d'où la nécessité de développer d'autres mécanismes de concertation
susceptibles de garantir une prise en compte des priorités des États détenteurs des ressources minérales et également au profit des communautés. Pour mieux identifier les mécanismes appropriés, il est important déjà de voir un peu ce qu'est-ce qu'un projet minier. Un projet minier, c'est un projet d'exploitation des ressources naturelles, de création d'emplois, de mobilisation des revenus pour le développement des autres activités économiques et sociales, de développement des infrastructures, de génération d'impôts et de taxes pour le pays. En tant que projet de mobilisation de revenus pour le pays et d'activités de développement économique, dans plusieurs codes miniers aujourd'hui, on a introduit la notion de local content et des plans d'engagement, ainsi que l'élaboration de développement, des plans de développement qui mobilisent également des mécanismes de concertation et de remédiation. L'État, à travers ses ministères sectoriels, participe à la mise en œuvre de tous ces outils. Toutefois, comme projet d'exploitation des ressources naturelles, l'activité mise en œuvre peut induire des impacts environnementaux dont l'un des outils de prise en compte est l'évaluation environnementale qui consacre la participation de tous les acteurs au moyen des consultations publiques et des audiences publiques. La gestion des risques environnementaux sociaux peut également déclencher des mécanismes de concertation, de remédiation, découlant des outils tels que les plans d'indemnisation et de recasement, des plans de réhabilitation des sites, des plans de prévention des risques miniers, dont l'élaboration et les mises en œuvre nécessitent l'adhésion des populations, des communautés, des organisations de la société civile et des collectivités territoriales centralisées, dont les mécanismes de concertation peuvent être entre autres des groupes de travail, des séminaires, des comités techniques, des comités consultatifs, des plateformes. En définitive, l'activité minière doit être perçue comme une activité inclusive où prennent part les acteurs qui ont un intérêt quelconque et ceux qui sont affectés par l'activité minière, au rang desquels les acteurs institutionnels, garants de la gestion administrative de la cité, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile. On peut ainsi citer l'État, les collectivités territoriales, les entreprises minières, les initiatives qui ont été précédemment citées, à l'instar du VTE, du processus Kimberley, les communautés locales. Toutefois, les mécanismes de concertation et leurs acteurs prescrivent doivent résulter d'une analyse des forces et des faiblesses des mécanismes existants. En ce qui concerne les mécanismes existants, au point de vue de leurs forces, ces mécanismes ont ceci d'intéressant qu'ils mettent en commun des différentes parties prenantes. Ce sont des instruments de coopération, de partage d'informations et d'émission des avis. Ce sont des cas de résolution et de réduction des conflits, des cas de suivi de la redevabilité, de la transparence et de la réduction des comptes, des cas de mobilisation des différentes parties prenantes et de l'appropriation des statuts de développement par les bénéficiaires, des cas d'obtention des accords des différentes parties prenantes qui avaient des intérêts différents. En ce qui concerne les faiblesses qu'il faut prendre en compte dans le choix des mécanismes de concertation, il y a un fonctionnement dépendant des appuis financiers des partenaires au développement, une appropriation du processus par tous les parties prenantes, pas toujours garantie à cause des intérêts divergents, des faiblesses de mobilisation des moyens financiers pour le fonctionnement des cas de concertation, un degré de participation très varié des différentes parties prenantes, des mécanismes parfois très lourds et faisant intervenir plusieurs instances de décision et plusieurs plateformes sans mécanisme de coordination efficace. Ainsi donc, il est important de ressortir les principes devant régir les choix des meilleurs mécanismes de concertation et le choix des acteurs. Ces choix doivent s'appuyer sur leur mise en place, doivent résulter de l'application d'une loi ou des décrets d'application pour garantir les sources de financement venant des collectivités territoriales décentralisées, des communautés, des ministères ou un autre service public ou parapublic. Les ressources financières doivent être suffisantes et pérennes pour le fonctionnement du mécanisme et non reposer sur les appuis financiers des partenaires au développement. Les différentes parties prenantes doivent élaborer eux-mêmes les règles
de l'action publique afin de pouvoir désamorcer les situations conflictuelles. Le mécanisme doit être efficient et basé sur un suivi d'évaluation mis en place. Les mécanismes doivent être légers et privilégier la présidence de la coordination des interventions par l'autorité administrative en charge de la coordination de l'animation administrative. Ainsi a été le sujet qui a retenu mon attention ce jour et je vous remercie pour votre aimable attention. François Onding, merci beaucoup. Je crois que ça a été clair votre présentation. Moi, j'ai noté beaucoup de choses qui sont en lien avec Nadine, notamment en regardant votre mécanisme local de concertation. Alors, j'ai des petites questions, évidemment. La première, c'est où et quand commence le dialogue, la concertation? Qui sont membres? Vous l'avez répondu dans la dernière partie, le choix des acteurs en place, donc je passe là-dessus. Vous avez proposé des décrets, de lois, avec des ressources pour soutenir ces acteurs-là. La consultation des parties prenantes, comment elle doit se faire, quand est-ce qu'elle doit se faire. Le projet minier, vous avez tout dit, création d'emplois, mobilisation de revenus, engagement en plan de développement inclusif, etc. Participation de toutes les parties prenantes avec tous les outils et les membres. Ça me renvoie à l'idée qu'il y a toute une manne financière qui échappe effectivement à nos États africains, d'où la nécessité d'organiser un forum. Là, c'est une proposition que je fais, Joël m'entend. On peut envisager ce cas-là, parce que entre l'accord de signature, la signature de l'accord d'exploitation et la sortie de l'or, il y a toute une gamme de produits, notamment les services et activités. Donc, je parlerai beaucoup plus des achats locaux ou ce qu'on appelle l'investissement local. Donc, il y a lieu de revoir ce pan-là pour créer beaucoup d'emplois sur le plan national, parce que quand vous regardez l'activité minière, moi je me permets de le dire parce que je suis dans le schéma ici, nous avons 9 mines en exploitation ici, et tous les services et prestations sont généralement donnés à des partenaires de ces sociétés minières. Donc, d'un côté, ils sont investisseurs, et de l'autre, ils sont aussi exploitants en tant que prestataires. Donc, c'est extrêmement important. Mais vous avez parlé d'intérêts divergents. Intérêts divergents entre qui et qui? Je voudrais que vous nous précisiez un peu cet aspect du problème. Oui, en fait, les intérêts divergents ici peuvent être, d'abord, prenons le cas d'un projet qui est financé par un bailleur de fonds international, qui accompagne le processus de structuration du secteur minier. Il peut avoir un ensemble de motivations qui ne sont pas forcément les motivations du pays récepteur du projet. Et ces états de fait peuvent conduire à une mobilisation financière faible de ces derniers. Et ça peut être une contrainte très forte pour la mise en place des mécanismes de concertation fortes. Également, on peut avoir des intérêts divergents entre les États et les entreprises minières qui ne s'accordent pas toujours sur tous les points. Prenons le cas du contenu local aujourd'hui qui de plus en plus est intégré dans nos codes miniers pour garantir la mine par le développement des activités autres que l'activité minière, le renforcement des capacités. Il est fort probable que, en promouvant l'expertise locale, en promouvant les entreprises locales, forcément, on empêche à ces entreprises d'utiliser leur succursale pour venir gagner ces marchés-là. Et ça peut conduire à des intérêts divergents qui peuvent impacter négativement les mécanismes de concertation mis en place. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif par rapport à votre question. Moi, en regardant tous les pans de votre intervention, je vois que, au fait, en réalité, le problème ne se pose pas en termes de solution, mais le problème se pose en termes de mise en œuvre. Et le boulot du gouvernement pour la mise en œuvre de toutes ces initiatives, il se trouve généralement que ce sont les États. Et c'est pour ça que j'ai posé la question l'intérêt divergent. Même nos administrateurs, nos fonctionnaires, qui sont les premiers interlocuteurs de la société minière, ils tiennent compte de leur intérêt d'abord pour bloquer tout le système. Ce n'est pas les idées qui manquent. Vous avez complété exactement ce que Nadine avait dit. Vous avez aussi parlé de tout ce que la première intervenante a dit, Étienne, je parle de Étienne Pascal.
Donc, j'avoue que c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, il me revient à une société civile de s'impliquer pour pousser les autorités à accepter et à intégrer, à faire des lois, des décrets pour que les communautés locales puissent avoir leurs droits comme stipulé dans le thème. Je parle sous le contrôle de Joël. Je ne sais pas si elle a des questions à poser ou des précisions, sinon il me reste à féliciter et remercier François Ondine pour cette présentation. Oui, Joël. Ouais. Alors, oui, Monsieur Diabaté, oui, merci. Alors, j'en profite. Oui, non, mais merci, Monsieur Diabaté. Je crois que toutes les remarques que vous faites sont très pertinentes, donc on vous remercie. Je crois que le rôle des communautés minières est toujours rappelé, donc et le rôle aussi de la société civile, en fait, justement, dans les bonnes relations entre les sociétés minières, l'État et les communautés minières d'autre part. On avait une question très intéressante de Monsieur Benjamin Neno que je vais reposer. Donc je pense que ça s'adresse à nos trois premiers intervenants et aussi peut-être à vous, Monsieur Diabaté. Avez-vous à l'esprit des mesures précises qui viendraient renforcer les cadres réglementaires nationaux pour la mise en œuvre par les sociétés minières de consultations adéquates et efficaces? Donc ça, c'était la première partie de sa question. Et la deuxième, c'est, en d'autres termes, quel est le niveau de détail que doivent avoir les législations nationales sur ces questions de consultation? Je redonne la parole à Monsieur Diabaté. Peut-être que vous pouvez donner la parole à nos intervenants sur cette question. Merci. Bon, ok. Donc, comme Ondine est avec nous d'abord, Ondine, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Quels sont les éléments de réponse que vous pouvez apporter? François? Oui, oui. Bon, en ce qui concerne... Je suis en ligne, je vous suis. Si vous m'autorisez d'intervenir, je peux apporter certains éléments. En fait, la contrainte majeure se retrouve... par rapport à la question posée. Oui, la contrainte majeure se retrouve au niveau des mécanismes de suivi. Voilà un peu. Quand on n'a pas de mécanisme de suivi approprié, il serait difficile que les mécanismes de concertation soient forts. Aujourd'hui, les mécanismes de suivi sont mis en place sur la coordination des autorités administratives en charge de la coordination de l'activité dans une unité territoriale au Cameroun et sous financement des ministères techniques bien précis. Ça permet donc que ces acteurs se retrouvent, puissent discuter, élaborent des plans d'action et formuler des recommandations qui sont plus tard suivis dans le cadre de leur mise en œuvre. C'est ainsi qu'on peut impacter de manière indirecte les législations qui existent parce que dans ces services déconcentrés interviennent également les élus locaux, les députés et les sénateurs qui peuvent ramener au niveau des parlements ces questions et faire avancer au niveau des administrations un ensemble de points qui devaient être intégrés pour la prise en compte des avis des communautés et la prise en compte également des organisations de la société civile qui paraissent parfois comme les acteurs les plus faibles dans tous ces processus de gestion des ressources naturelles. Oui. Très bien. Est-ce que Nadine est en ligne pour donner son avis? Je suis là. En fait, par rapport à cette question... Nadine, vas-y. Voilà, merci. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette question de la participation, de la consultation de communauté, à mon humble avis, au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est plus une affaire de législation, parce que bien que ces législations comportent des limites, il y a quand même la base dans toutes nos législations minières en ce qui concerne la consultation et la participation des populations. Mais le gros problème se trouve au niveau de la mise en œuvre et comment est-ce qu'on conduit cette consultation des communautés. La plupart du temps, c'est juste pour pouvoir, disons, cocher cocher et dire qu'on a fait la consultation des populations, que les populations ont participé aux discussions et à la prise de décision. Mais comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait, vous l'avez noté, Monsieur Diabaté, dans un langage qu'ils comprennent? Quelles sont les personnes qui sont invitées aux discussions? Qui est-ce qu'elles représentent vraiment? Est-ce qu'on leur présente les choses de manière à ce qu'elles puissent comprendre? Après, est-ce qu'on leur propose un mécanisme de feedback
Est-ce que leur feedback est pris en compte? Quelles sont les mesures? Je crois que c'est vraiment dans la mise en œuvre. Même si nos législations ne sont pas parfaites, le gros problème, même avec ces législations imparfaites, c'est la mise en œuvre. On n'a même pas commencé à mettre en œuvre ce qui est disponible dans nos législations. Et je pense que M. Ondié a raison, que les mécanismes de suivi et donc de contrôle de cette mise en œuvre nous font défaut. Qui est-ce qui va voir si c'est vraiment, si la législation est vraiment mise en œuvre et si les dispositions sont respectées? En général, c'est là où on pêche vraiment au niveau de nos pays. Et pour parler de la deuxième question, est-ce que tous les détails dont nous avons parlé peuvent être pris en compte dans nos législations? Peut-être pas au niveau de la loi, mais au niveau des décrets d'application, au niveau d'un certain nombre de mécanismes et de mesures qui accompagnent la mise en œuvre de la loi, on peut quand même définir les modalités de ces processus de consultation et de participation des communautés. Tout à fait. Moi, j'ajoute mon expérience. J'ai fait le constat. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris un groupe, j'ai formé des jeunes au niveau de la Jeune Chambre internationale du Mali. J'ai formé des jeunes universitaires. J'ai échangé, j'ai expliqué, je les ai donné la copie de tous les contrats, les conventions minières, etc., les droits des communautés. Je les ai formés. J'ai dit, bon, maintenant, je vous fais la cartographie de certaines zones minières. Vous rencontrez ces populations, vous leur dites ce que la loi dit. Est-ce qu'eux, ils ont été informés avant que cette loi ne soit prise? Et puis 99%, ils ne sont pas informés de ce qui est écrit comme loi. On parle par procuration, donc on parle à leur nom, on prend des engagements à leur nom. Et aujourd'hui, j'ai fait passer le message. Quelqu'un qui veut se faire élire, par exemple, comme conseiller communal, la collectivité va te poser la question. Voici le problème que nous avons au niveau de la gestion minière. Qu'est-ce que tu vas nous proposer quand tu vas être élu? Le député qui viendra poser sa candidature, donc on lui pose le problème. Voici ce que nous avons comme préoccupation, voici. Donc voici un peu le schéma sur lequel moi je suis allé. J'avoue que ça commence à marcher parce que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, je m'excuse de le dire, il faut l'écrire. Et il se trouve qu'on est complètement absent au niveau de tout ce qui est loi, décret. Et pour revenir à la question, et c'est pour ça, dans certaines des préoccupations que j'ai notées, il a été beaucoup question de la consultation, de la participation des communautés, mais tout ceci se fait après. Alors que comme Ondine et Nadine l'ont dit tantôt, il faut que depuis le départ, que cette communauté locale soit là, depuis le départ, que toutes les parties prenantes soient identifiées et qu'ils soient sur la table. C'est à partir de là qu'on va bâtir ensemble. Maintenant, pour le faire, il faut nécessairement que les collectivités tapent sur la table parce que, je ne sais pas, mais tous nos ministres ou nos administrations, c'est des gens qui ont fait fonction. Donc, ils viennent pour des intérêts personnels. Ondine l'a dit déjà quelque part, quand il parle d'intérêts divergents, autant c'est externe, autant c'est interne. Donc, voilà un peu l'expérience que moi j'ai eue et que je suis en train de piloter au Mali. J'informe toute la jeunesse, la jeune chambre, les jeunes universitaires parce que j'enseigne et je les envoie dans les communautés où il y a les mines. Maintenant, je leur dis, voici ce dont les communautés ont droit, voici ce que les textes disent par rapport à ça, est-ce que c'est ce qui se passe? Et aujourd'hui, le message passe fort. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire par rapport à cette petite question. Joël, si tu m'entends, tu peux réagir. Oui, merci. Merci à tous pour vos réponses. Oui, merci à tous pour vos réponses. Oui. Bon, alors, déjà, moi, mon avis sera bien humble. Alors, ce qui est vrai, c'est d'un point de vue peut-être plus RSE, avec une vision sur d'autres problématiques RSE, c'est vrai qu'on a toujours cette question de l'articulation du cadre légal et par rapport aux réglementations et par rapport des dispositifs de mise en œuvre qui peuvent dépasser le cadre légal et réglementaire pour peut-être impliquer les entreprises, impliquer la société civile, les journalistes. Donc ça c'est intéressant. Je pense, comme vous l'avez dit, il faut à la fois, il faut un cadre légal qui reste quand même assez haut. Après, il faut peut-être des réglementations qui vont aller plus dans le détail. Et après, c'est vraiment la mise en œuvre et donc l'accompagnement de cette mise en œuvre. Donc la formation. Je pense que c'est aussi important de donner un certain poids à la société civile pour qu'il y ait vraiment
qu'elle soit dans un rapport de force qui soit favorable par rapport aux entreprises minières et qui permettent à la société civile de vraiment participer et influer. Voilà, donc à part ça, je crois que je vous suis dans ce que vous avez dit les uns et les autres. Voilà. Peut-être que Ibrahima tout à l'heure, enfin, qui va donner la Je voulais juste ajouter, voilà. si tu permets. Bien sûr, je permets. Ajouter, si tu permets, quand j'ai fait une visite, voilà. Je peux? Alors, je disais que... Désolé, à chaque fois je vais à mon micro, t'as trop de temps. Allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, monsieur Diabaté, c'est à chaque fois, je reprends pas mon micro parce que ça prend du temps, donc je vous donne la parole, et après vous pourrez faire la transition avec Ibrahima. Voilà. Ok. Donc je finis simplement en donnant ce petit exemple que j'ai vécu dans les mines. Je suis allé dans une mine à près de 380 km du goudron, et l'accès est extrêmement difficile. Il faut faire 2 jours pour y arriver. Et là, je vais là-bas et je trouve 2 cas concrets. Une société minière qui finance l'installation d'une gendarmerie, et de l'autre côté, une société minière qui paye une V8 pour un conseiller communal, enfin le maire de la localité. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. Une V8 à 380 km, il faut faire 2 jours pour y arriver. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Ça a tout son sens. Comment une mine peut financer une administration? Ça a tout son sens. Donc tout le débat c'est ça. Donc la population est toujours out et c'est les interlocuteurs directs qui en bénéficient. C'est pour ça qu'il faut aller en dehors de tout ce que les experts ont dit, ça et là, il faut aller directement sur le terrain, rencontrer ces populations et leur dire exactement ce dont ils ont droit.